Bonjour. Avant de commencer cette nouvelle série de cours, au moment où j'entame ma 12e année comme professeur au Collège de France, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année. À vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre, et puis à vous aussi qui regarderez ce cours en différé grâce aux vidéos sur le site du Collège de France, relayées par YouTube. Et je voudrais étendre mes vœux à tous les habitants du Proche et Moyen-Orient qui nous sont chers, et en particulier aux Syriens qui vivent des moments cruciaux pour leur avenir. La biographie est un genre littéraire qui a eu chez les historiens des faveurs variées. Très en vogue pendant longtemps, sa mode a subi une éclipse au moment où triomphait ce qu'on peut appeler l'école des annales, l'accent que la biographie mettait sur les personnalités de premier plan, les grands hommes, à l'image du fronton du Panthéon, était peu compatible avec une vision de l'histoire s'attachant au phénomène du temps long, selon la formule bien connue de Fernand Braudel. Depuis quelque temps, la biographie est revenue en grâce, mais je ne m'attarderai pas sur cette thématique. Je dois en effet vous avertir, le cours de cette année ne sera pas consacré à des biographies, tout simplement parce que ça n'est pas possible. Lorsque j'ai écrit mon livre sur Hammurabi de Babylone, qui est paru en 2003, j'ai tenu à avertir le lecteur qu'il ne s'agissait pas d'une biographie. Comment le faire alors que nous ignorons des éléments essentiels de sa vie, sa date de naissance, le nom de ses épouses, le nombre de ses enfants, etc., etc. Et j'avais été étonné lorsqu'est paru en 2005 le livre de Marc Vandemirop sur le même roi de Babylone, qu'il ait ajouté en sous-titre une biographie. Et la lecture de son livre ne m'a pas fait changer d'avis. Il ne s'agit pas d'une biographie parce que les sources disponibles ne permettent tout simplement pas d'en rédiger une. Si du moins on garde aux mots leur sens précis, on peut seulement parler d'une monographie. Mais alors, que signifie la formule « galerie de portraits » par laquelle j'ai annoncé cette série de cours ? C'est une manière qui m'a semblé commode pour faire une présentation du royaume de Marie au sein de la Haute-Mésopotamie et dont je dois l'idée à Nele Ziegler. Ceux d'entre vous qui ont suivi mon cours de l'an passé savent que j'ai décidé de situer les cours de 3 années à partir de 2023-2024 dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'intitule « Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ ». L'an dernier, nous avons étudié le droit et la vie juridique. Cette année, nous allons faire plus étroitement connaissance avec les principaux personnages du royaume de Marie à l'époque de Zimri-Lim, le dernier roi, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le souverain, la famille royale, l'entourage du roi, etc. Et parler de portrait permet d'éviter le problème posé par le terme biographie. Des portraits peuvent être plus ou moins précis, pas forcément complets. Et pour commencer, nous allons nous attacher à 2 individus séparés par environ 3700 ans. 2 portraits, donc, d'un ancien et d'un moderne, sans nullement prétendre qu'il s'agit de vies parallèles à la manière de Plutarque. Pour des raisons logiques, nous allons remonter dans le temps et nous commencerons donc par le portrait d'André Parrot, l'archéologue qui a fait ressurgir Marie de l'oubli à partir de 1933 de notre ère. Et nous passerons ensuite à Hammurabi, le roi de Babylone, responsable de la destruction de Marie au milieu du XVIIIe siècle avant l'ère chrétienne. La redécouverte de la ville de Marie a été dominée par la figure d'André Parrot, ses travaux ayant par la suite été complétés par ceux de Jean Margueron et de Pascal Butterlin. La fouille de Marie
a été totalement fortuite. Elle relève donc de ce qu'on n'appelait pas à l'époque l'archéologie préventive. Et pour bien comprendre les événements, il faut commencer par retracer le cadre politique et institutionnel de l'époque, donc ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres. En 1920, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est démembré et un mandat de la Société des Nations charge la France d'accompagner la Syrie et le Liban vers l'indépendance. La frontière entre la Syrie et l'Irak étant sous mandat britannique, est fixée sur le Moyen-Euphrate à Abou Kemal et une garnison française y est installée. La situation institutionnelle est par ailleurs marquée par la création en 1920 d'un service archéologique près le haut-commissaire de France en Syrie et au Liban. Son premier directeur a été Joseph Chamonard, mais celui-ci, qui avait fouillé à Délos et avait été secrétaire de l'école française d'Athènes avant la guerre, ne se considérait pas comme un orientaliste et, au bout de 10 mois, il céda la place à Charles Virolo. Et c'est ce dernier qui a notamment créé les musées de Beyrouth, de Damas et d'Alep, qui n'étaient pas encore dans les locaux qu'on aura connus par la suite. Il a été également l'épigraphiste de Katna, puis d'Ougarit, mais ce n'était pas un homme de terrain et c'est ce qui causa sa perte. En 1928, René Dussault avait pris la tête du département des Antiquités orientales au musée du Louvre à la suite de la démission de François Thureau d'Angin, qui était malheureusement atteint par une surdité croissante, séquelle de la Première Guerre mondiale. Dussault, qui avait fondé en 1920 la revue Syria, connaissait très bien la Syrie et le Liban, et en 1929, il effectua une visite de ces régions pour le compte du ministère des Affaires étrangères et fit un constat sévère. Un certain nombre de monuments historiques importants étaient dans un état préoccupant. Et Virolo a donc été remplacé à la tête du service des Antiquités par Henri Seyrig. Celui-ci avait suivi au départ une voie classique, entrant après son agrégation de grammaire à l'école d'Athènes, où il passa 6 années comme pensionnaire, puis secrétaire général. Il avait une bonne expérience de fouilleur, et donc sa carrière a pris une nouvelle tournure lorsqu'il a été choisi pour succéder à Virolo, tous ses efforts étant désormais tournés vers l'archéologie et l'histoire de l'art, en particulier la glyptique, de la Syrie classique et préclassique. Voilà quelques éléments de cadre. Et nous en arrivons à une date clé, août 1933. Les événements sont racontés par André Parrot, d'abord dans le compte-rendu de sa première campagne de fouilles dans la revue Syria, et un peu plus tard, avec quelques précisions et détails supplémentaires, dans son livre « Marie, une ville perdue » de 1936. Et plutôt que de le paraphraser, j'ai choisi de citer ce deuxième texte un peu longuement. Donc, c'est maintenant André Parrot que vous écoutez. Dans les premiers jours du mois d'août 1933, le lieutenant Cabane, officier des services spéciaux, inspecteur adjoint des casas d'Abou Kemal et de Mayadine, faisant une tournée d'inspection aux environs de sa résidence, Abou Kemal, petite ville au bord de l'Euphrate, toute proche de la frontière d'Irak, rencontra sur la pente de Tel Hariri un groupe de bédouins procédant à une inhumation et fort occupés à déterrer des pierres pour orner leur tombe. Celles-ci résistaient tellement à leurs efforts que l'officier se rendit auprès d'eux, leur conseillant de chercher leurs matériaux funéraires dans un endroit plus facile. Quelques jours plus tard, un indigène se présentait au bureau du lieutenant Cabane, lui demandant, je cite, citation de Parrot à l'intérieur de sa citation, ce qu'il fallait faire de l'homme qu'ils avaient trouvé. Ayant questionné l'individu, l'officier comprit qu'il s'agissait d'une statue trouvée sur l'autel au cours d'une nouvelle inhumation qui avait nécessité la recherche de matériaux décoratifs et se rendit immédiatement à Tel Hariri. Et vous avez à l'écran la photo qui est reproduite partout de l'événement.
il s'y trouva en présence d'un gros bloc de pierre mutilée représentant un personnage acéphale, main jointe sur la poitrine, le bas du corps traité en écaille et portant une inscription cunéiforme. Sans perdre de temps, le lieutenant Cabane acheva de dégager l'antiquité, puis, aidé de ses collaborateurs, transporta non sans peine de Tel Hariri à Abou Kemal le monument dont il évalue le poids à plus de 300 kilos. Puis il signala aussitôt sa découverte. La direction des antiquités du Haut-Commissariat à Beyrouth avertit, signala le lieu de la trouvaille à son inspecteur de la Syrie du Nord, M. Ploy de Rotrou, qui se rendit à Abou Kemal, visita Tel Hariri et fit un rapport daté du 28 septembre. Alors j'interromps ici la citation pour remarquer que, de façon un peu curieuse, Parrot ici ne nomme pas le directeur des Antiquités, qui était donc Henri Seyrig, comme nous venons de le voir, mais seulement Georges Ploy de Rotrou. Celui-ci était alors conservateur du musée d'Alep nouvellement créé, et il était en outre inspecteur adjoint des Antiquités pour la Syrie du Nord. Je reprends le récit de Parrot de 1936. La statue, transportée par les soins de l'officier d'Abou Kemal à Deir ez-Zor, siège de la délégation pour les territoires de l'Euphrate, fut remise au musée syrien d'Alep. Le lieutenant Cabane avait en outre placé une garde à Tel Hariri pour décourager toute tentative de fouille clandestine. Les événements allaient suivre leur cours, un cours rapide. Et j'arrête là la citation. Donc la direction des Antiquités à Beyrouth informa en octobre 1933 René Dussault au Louvre de cette découverte. Il fallait envoyer un archéologue à Tel Hariri juger s'il valait la peine d'y entreprendre des fouilles. Or, un jeune archéologue de 32 ans était à ce moment-là disponible, et c'est son portrait que je vais maintenant dresser. Il s'agit en effet d'André Parrot. André Parrot est né le 15 février 1901 à Descendants, dans le Doubs. Son père était un pasteur luthérien, et si vous voulez en savoir plus sur son arrière-plan personnel, eh bien, vous pouvez lire ce qu'il a écrit dans ses mémoires, un livre intitulé « L'aventure archéologique » et qui a été publié en 1979. André Parrot fit des études à la faculté de théologie protestante de Paris. Je rappelle que cette faculté a été créée en 1877 à la suite de l'annexion allemande de l'Alsace-Moselle, et elle prenait la suite de la faculté de Strasbourg. Parrot suivit également à la Sorbonne les cours d'Adolphe Lodz en hébreu et histoire des religions, et il devait plus tard préfacer une réédition d'un des livres de son ancien professeur. Et puis, à partir de 1924, il étudia à l'École du Louvre, où il eut comme professeur René Dussault, auquel il voua toujours une grande admiration. Il le considérait comme son maître. En juin 1925, Parrot devint pasteur dans la ville de Suresnes. Et en septembre 1926, il fut envoyé par Dussault en mission en Syrie pour participer à la fouille de Nérab, près d'Alep, que lançaient deux dominicains de l'école biblique, les pères Barrois et Carrière. Et le dimanche 31 octobre, il y eut la découverte d'un lot de 25 tablettes cunéiformes d'époque néo-babylonienne. Et c'est important parce qu'il s'agit des premières tablettes découvertes lors de fouilles régulières sur le sol syrien. Elles ont été rapidement publiées par le père d'Orme dans la revue d'Assyriologie. Parrot enchaîna en 1926-27 avec un poste de boursier de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à l'École archéologique française de Jérusalem, qui avait été fondée en 1921 comme complément de l'école biblique, et donc le directeur était alors le père d'Orme, et dans ses mémoires, Parrot parle de cette année passée à l'école de Jérusalem comme d'une année bénie. Une fois cette année universitaire écoulée, Virolo procura des crédits à Parrot pour entreprendre une fouille à Baalbek, une campagne qui dura du 23 mai au 6 juillet 1927 et qui donna lieu au premier article de Parrot dans Syria,
le premier d'une très longue série, puisque au total, Parrot a publié pas moins de 832 textes de nature variée dans cette revue de 1928 à sa mort. J'inclus les brefs comptes rendus, les nécrologies, etc. Mais ça fait quand même un chiffre tout à fait impressionnant. Puis Parrot décida de passer une deuxième année à Jérusalem, cette fois sans bourse, puisque les bourses ne duraient qu'un an, et il accompagna Maurice Dunant à Byblos, et dans l'été 1928, il mena une seconde campagne à Balbec. Il revint ensuite à Paris, poursuivit ses études de théologie, devint docteur et en même temps obtint son diplôme de l'école du Louvre. Il reprit sa charge de pasteur à Suresnes et en juillet 1929, il épousa Henriette Cazelle. Il avait alors 28 ans. Et donc, on aurait pu croire que sa carrière d'archéologue allait s'arrêter là, mais tel ne fut pas le cas. Le destin, je prends à dessein ce terme que Parrot utilise un nombre de fois considérable dans son autobiographie, le destin prit la forme de la Société d'évangélisation des colonies françaises, qui était, je cite, une association pour le maintien et le développement du culte protestant dans les colonies françaises et pays de protectorat français. Ça sent bien ses années d'entre-deux-guerres. Et en 1930, donc, cette association a proposé à Parrot de devenir pasteur de la paroisse protestante que l'on venait de fonder à Damas. Et donc, le jeune marié et son épouse s'y installèrent. Et c'est à ce moment-là que Parrot reçut une offre inattendue, aller fouiller dans le sud de l'Irak, à Tello. La fouille de Tello, dans le sud de l'Irak actuel, avait eu lieu à partir de 1874, donc du temps de l'Empire ottoman, sous la direction successive d'Ernest de Sarzec et de Gaston Cros. Et après 1909, le site a été abandonné, les clandestins ayant poursuivi la fouille à leur compte, mettant notamment sur le marché de nombreuses statues. Celle d'Ur-Ninguirsou, le fils de Gudea, put être achetée par le Louvre en 1924 et fut aussitôt publiée par Thureau d'Angin. Vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a retrouvé sa tête, puisque la tête est au musée de New York, n'est-ce pas? Et il y a un échange, tous les 4 ans, la statue reconstituée va d'un musée dans l'autre, et inversement, donc à l'heure actuelle, elle est au Louvre. Et donc, en 1928, Sidney Smith, qui venait d'être nommé directeur des Antiquités d'Irak, fit pression sur la France pour qu'elle choisisse reprendre Tello ou bien passer la main aux Américains. Et René Dussault demanda par conséquent pour le Louvre et obtint le renouvellement de la concession du site. Cette fouille a été menée par l'abbé de Genouillac parce que celui-ci n'avait pu reprendre ses fouilles à Quiche, qu'il avait entamées avant la Première Guerre mondiale, parce que les Anglais d'Oxford, profitant du mandat britannique, avaient choisi de reprendre le site de Quiche. Et donc, Genouillac a mené 3 campagnes à Tello de 1929 à 1931. Il se trouva confronté à une situation difficile, étant donné l'énormité des déblais laissés par ses prédécesseurs, et après 2 campagnes qu'il jugea un peu décevantes, Genouillac ressentit le besoin d'avoir un assistant. Il s'en ouvrit au père d'Orme, donc le directeur de l'école biblique, qui lui recommanda un de ses anciens élèves, un pasteur protestant, qui se trouvait en poste à Damas. Et la suggestion du directeur de l'école biblique venait à point pour Parrot, et celui-ci, par la suite, a toujours été extrêmement reconnaissant à Dorme de lui avoir ainsi ouvert une carrière d'archéologue, et curieusement beaucoup moins reconnaissant à Genouillac, qu'il décrivait ainsi. Genouillac, ancien aumônier d'une école de père, était un géant barbu, au langage assez vert, prompt à s'emporter et dont les colères parmi ses collaborateurs étaient célèbres. Et c'est pourtant grâce à Genouillac que Parrot a débuté sur le terrain en Mésopotamie. Il a donc participé à la 3e campagne en 1933 avant de prendre la relève.
Et dans sa nécrologie de Genouillac, Parrot a raconté la passation de pouvoir à Tello en ces termes. Après 3 campagnes de 1929 à 1931, et après nous avoir associés à la dernière, il nous passait librement sa succession, estimant que sa santé ne lui permettait plus, sans risque, d'affronter les fatigues des chantiers. Genouillac avait alors 50 ans et Parrot en avait 20 de moins. Et en 1979, dans ses mémoires, Parrot s'est expliqué un peu plus franchement, l'abbé était décédé depuis longtemps, et il écrivit « Genouillac était mal préparé à affronter ses problèmes, excellent assyriologue, sumérologue, grand épigraphiste, il n'avait aucune idée de ce qu'était l'archéologie scientifique ». La reconnaissance de Parrot à l'égard de Genouillac aurait également dû s'étendre au fait qu'il hérita de l'abbé son chef de travaux, comme on disait alors, c'est-à-dire Gustave Tellier, qui accompagna par la suite Parrot à Larsa, puis à Marie, à chaque campagne, jusqu'en 1972. En 1931, Parrot ne jugea pas utile d'avoir sur le terrain un épigraphiste. Il s'estimait capable de déchiffrer sur place les inscriptions qu'il découvrait. Il avait suivi une formation d'épigraphie. Et le reste pouvait attendre, je le cite, « Outre la courte inscription du taureau, un nouveau texte sur brique au nom d'Ougmé, les travaux ont donné enfin un lot de 90 tablettes. Ces textes ont été confiés à l'abbé de Genouillac, qui en assure le déchiffrement et la publication. » Et à ce moment-là, Parrot eut manifestement un très vif sentiment d'accomplissement et il signait ses rapports comme chef de la mission archéologique française de Mésopotamie. Lors de sa dernière campagne, on notera que Parrot dégagea sur le Tel de l'Est 2 quartiers d'habitation. Le premier, daté de l'époque de Larsa, couvrait plus de 8000 mètres carrés, c'est-à-dire une surface équivalente à celle du quartier AH, exhumé par Roulet à Our 1 an auparavant, et les maisons étaient construites de la même manière, avec des soubassements de briques cuites surmontés de briques crues. Et puis à proximité, un autre quartier d'époque Our III a également été dégagé. Malheureusement, aucun plan de ces 2 quartiers n'a été relevé. Seul a été publié le plan schématique d'une des maisons datées de l'époque d'Our III. Et dans ces 2 ensembles, une centaine de tombes ont été fouillées et on découvrit également 112 tablettes sans que leur localisation précise soit indiquée. Donc on voit que pour l'archéologie scientifique, il restait encore de la marge malgré le passage de témoins de l'abbé Genouillac à Parrot. Les choses changèrent peu après parce que, au printemps 1931, le pillage de Tel Sankéré, l'antique Larsa, qui avait commencé depuis des années, prit des proportions dramatiques au point que la Royal Air Force, on est sous mandat britannique, envoya des avions survoler le site pour décourager les clandestins. Et en décembre 1931, Thureau d'Angin visita les 2 sites de Tello et de Larsa, et il estima que ouvrir une fouille à Larsa serait plus intéressant que de poursuivre celle de Tello. Il est vrai que le Louvre avait acquis de nombreuses tablettes provenant de Larsa dont l'intérêt était considérable. Thureau d'Angin avait publié plusieurs dizaines de lettres de Hammurabi à Shamash Razir en 1924. Jean avait publié 2 volumes de contrats en 1926 et Genouillac de nombreux textes sumériens littéraires en 1930. Et Thureau d'Angin convainquit donc René Dussault, qui lui avait succédé, comme on l'a vu, à la tête du département des Antiquités orientales en 1928, de demander la concession du site de Larsa, ce qui fut fait auprès du nouveau directeur des Antiquités, l'Allemand Julius Jordan, et donc au printemps 1932, Parrot reçut l'ordre de fermer Tello pour entamer la fouille de Larsa, et il en éprouva un peu de ressentiment envers Thureau d'Angin, comme le montre ce qu'il écrivit, encore une fois, dans ses mémoires en 1979.
Le destin, en l'occurrence, eut le visage de François Thureau d'Angin, l'un des maîtres internationalement reconnus de l'épigraphie sumérienne. Plus qu'à l'architecture ou aux objets, il s'intéressait donc surtout au texte. Alors écrire cela était doublement injuste. D'abord parce qu'en 1931, Thureau d'Angin venait d'achever en Syrie les fouilles du site d'Arslantash, qui ont révélé des ivoires magnifiques qui ont enrichi le Louvre. Et puis, il avait également découvert à Tel Ahmar un ensemble exceptionnel de peintures murales et la publication de leurs relevés en couleur fit le succès du livre Achour d'André Parrot, paru en 1961 dans la collection de l'Univers des formes. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont-ils encore, comme moi, le souvenir de la parution de ce livre. C'était un cadeau que ma mère avait fait à mon père pour Noël, et je revois encore ces grandes planches couleurs qui révélaient des peintures, jusqu'alors reproduites seulement en noir et blanc. Donc, pourquoi expliquer ce sentiment mitigé qu'éprouva Parrot à ce moment-là ? Eh bien, une fois retraité, il avoua dans ses mémoires qu'il espérait en 1932 trouver les tombes royales de Tello, et avec bien entendu l'idée qu'elle lui aurait permis d'acquérir la célébrité d'un Howard Carter ou d'un Léonard Woolley. On est dans la foulée de la découverte des tombes de Toutankhamon ou des tombes royales d'Our. Et voilà, Parrot à Tello se disait je vais trouver cet hypogée qui a jusqu'à présent échappé à la fouille. Et puis on lui dit non, c'est plus intéressant d'aller à Larsa. Donc il est arrivé à Larsa, plus ou moins à reculons, en février 1933, et il y a mené une première campagne. Donc il ouvrit plusieurs grandes tranchées qui sont encore visibles de nos jours. Et quand on voit comment ces sondages ont été menés, on ne s'étonne guère que les plans des maisons rencontrées ou des bâtiments rencontrés n'aient pas été relevés. Seuls les caveaux funéraires en briques cuites stoppaient l'élan des ouvriers. Une de ces tranchées permit à Parrot de découvrir le palais de Nouradad, dont il commença la fouille, qui a été bien plus tard poursuivie par Jean Margueron. L'épigraphiste de la mission était Thureau d'Angin, mais il ne semble pas être revenu sur le site après décembre 1931. Les années 1933-34 furent marquées par la perspective d'une nouvelle loi des Antiquités qui ne devait plus autoriser qu'un partage très limité des découvertes. Et donc, les différents musées se sont interrogés sur l'opportunité de continuer les fouilles, et finalement, la plupart ont décidé de fermer leur chantier. C'est ainsi que le British Museum et le musée de Philadelphie ont achevé la fouille d'Our en 1934, ou encore l'Ashmolean Museum, la fouille de Quiche. Et ce fut aussi le cas du Louvre à Larsa, un retrait qui devait durer bien longtemps, puisque c'est seulement en 1967 que la fouille de Larsa reprit jusqu'en 1989, et puis à nouveau à partir de 2019. Autrement dit, si nous revenons à Parrot, à l'automne 1933, eh bien, il se retrouvait au chômage, et c'est donc à ce jeune archéologue déjà expérimenté que René Dussault fit appel après qu'on lui ait annoncé la découverte de cette statue Hôtel Hariri. Parrot a raconté bien des fois l'entretien téléphonique qu'il eut avec Dussault. Je le cite à nouveau. « Moins d'un mois plus tard, le 20 octobre 1933, à Paris, le conservateur des Antiquités orientales au musée du Louvre, M. René Dussault, m'annonçait par téléphone la découverte d'antiquités de caractère sumérien près d'Abou Kemal, me demandant si, le cas échéant, je serais disposé à partir immédiatement. À quoi je répondais immédiatement, c'est-à-dire dans 48 heures ou dans 15 jours. Je vous accorderai bien 15 jours, mais la décision doit être prise immédiatement. Alors, eh bien, en principe, c'est oui. Le lendemain, Parrot examine les 2 photos dont disposait Dussault et confirma son intérêt. Je reprends son récit de 1936. Sans attendre, M. Dussault demandait alors télégraphiquement la concession du site au nom des musées nationaux, car il fallait se hâter, la découverte cabane devant être rapidement connue,
pour que nous puissions arriver les premiers, d'autres fouilleurs pouvant avoir le même désir que nous. Et dans ces récits des années 30, Parrot n'en dit pas plus. Et il faut lire ses mémoires de 1979 pour voir que figure cette phrase supplémentaire « Nous pensons surtout aux Américains de l'université de Yale, dont le chantier de Doura Europos n'est qu'à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Hariri. » Cet ajout est très intéressant. S'il ne figure pas dans la version de 1936, c'est que Parrot ne voulait manifestement pas se fâcher avec ses collègues américains qui menaient en 1935-36 leur 9e campagne à Doura Europos et qu'il avait par ailleurs aidé dans la dépose des peintures du palais, on en reparlera. Mais rétrospectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser, bon sang, Marie aurait pu être une grande découverte des archéologues et des philologues de Yale. Voilà qui fait penser, réfléchir au hasard des découvertes. J'ajouterai que dans aucun de ces récits, Parrot n'indique qu'il se doutait à ce moment que Tel Hariri pût être l'ancienne ville de Marie. Et pourtant, la proposition avait été faite par l'Américain Albright quelques années plus tôt. Dans son rapport sur le voyage qu'il a effectué dans la région du Moyen-Euphrate en 1925, Albright s'était montré très prudent. On s'attendrait à ce qu'une ville de la taille de Tel Hariri soit mentionnée dans nos premières sources, mais son identification nous échappe. Tel El Hariri est trop en aval et trop loin de l'Euphrate pour être un bon site pour Marie, mais la possibilité de cette identification est archéologiquement présente et peut au moins être gardée à l'esprit. C'est un fait que Marie ne se trouvait plus directement sur le bord de l'Euphrate et des vues aériennes comme celle-ci montrent que le lit du fleuve a beaucoup changé, avec un certain nombre de bras morts. Peu de temps après, Albright s'était néanmoins montré un peu plus affirmatif en écrivant « Comme nous l'avons souligné dans le bulletin numéro 21, la tentation est grande d'identifier Tel Hariri à Marie, et en 1931-32, dans le volume 7 de la revue AFO, il écrivait cette fois sans hésiter « Marie, moderne Tel Hariri » avec référence à son article de JAOS 46. Et la suite lui a donné raison, mais Parrot, manifestement, ne connaissait pas encore cette hypothèse lorsqu'il est parti sur le site. Je reprends son récit de 1936. Le directeur des Antiquités de Syrie, M. Henri Sérig, examina et accepta la demande qui lui était adressée, puis nous accorda aussitôt la concession des fouilles. Nous pouvions dès lors presser nos préparatifs avec intensité. Et de fait, la situation était loin d'être simple. Il fallait en effet réunir d'urgence une équipe dispersée et faire venir depuis l'Arsa le matériel de fouille. Avec un sens de l'efficacité remarquable qu'il avait notamment acquis pendant son service militaire, Parrot réussit à surmonter tous les obstacles et son équipe était à pied d'œuvre dès le début décembre 1933, la première campagne ayant eu lieu du 14 décembre 1933 au 16 mars 1934. Au départ, Parrot fouilla à l'emplacement où avait été trouvée la statue cabane, mais il ne trouva rien d'intéressant. Il fit d'autres sondages et au bout d'un mois, il décida de changer complètement et de s'attaquer à la partie occidentale du Tel. Il pensait tomber sur une porte de la ville et en réalité, il découvrit un temple. Et dès les premiers coups de pioche, des statues qu'il qualifiait de sumériennes sortirent de terre, vous en avez une bonne partie au musée du Louvre, et surtout, le 23 janvier 1934 a été exhumée la statue de celui qu'on appelait à l'époque Lamgimari, qu'on appelle aujourd'hui Ishkimari, qui permit l'identification du site. Et c'est cette date qu'André Parrot a plus tard retenue pour fixer l'anniversaire de la découverte de Marie. La deuxième campagne, dans l'hiver 1934-35, vit la poursuite de la fouille du temple d'Ishtar, mais aussi celle d'un quartier d'habitation adjacent.
Et Parrot décida aussi d'ouvrir un nouveau chantier au centre d'Utel. En son point culminant, il avait l'ambition d'y installer un chantier stratigraphique, et c'est ainsi qu'il découvrit le palais. Durant cette campagne, pas moins de 69 pièces furent dégagées et déjà plus de 2500 tablettes. Alors nous sommes aujourd'hui très fiers de nos photos par drone, mais il ne faut pas oublier que l'utilisation de la photo aérienne pour l'archéologie avait déjà commencé dans l'entre-deux-guerres, en Syrie avec le père Poidbar notamment, et donc ici ce sont des avions de l'aviation française du Levant qui ont à différentes périodes survolé le site de Mari et qui ont permis à Parrot d'avoir ces photos extrêmement frappantes, évidemment, des vestiges qu'il mettait au jour. Alors, je ne referai pas le bilan des découvertes épigraphiques campagne par campagne, je l'ai déjà fait ici, donc je vous renvoie à mon cours de 2021 et au livre que j'en ai tiré. Et puis, je rappellerai simplement qu'au total, Parrot a revendiqué la découverte de plus de 20 000 tablettes et fragments, ce qui est un ensemble tout à fait considérable. Jusqu'à la 4e campagne incluse, les tablettes étaient transportées à Paris pour être examinées et inventoriées par Thureau d'Angin au Louvre. Et c'est seulement lors de la 5e campagne, en 1937, que la mission disposa sur le terrain d'un épigraphiste. Il s'agissait de Georges Dossin, un Belge, qui avait été recommandé à Parrot par Thureau d'Angin, puisque Dossin avait participé aux fouilles de Thureau d'Angin en Syrie les années antérieures. Et puis, par ailleurs, il avait publié en 1933 et 1934 2 recueils de copies de lettres paléo-babyloniennes conservées au Louvre. 1937, la même campagne fut par ailleurs marquée par une visite de choix, celle du directeur des Antiquités, Henri Seyrig, et du conservateur des Antiquités orientales du Louvre, René Dussault, accompagné de son épouse. Et Parrot allait travailler à Mari jusqu'en 1974, avec 2 interruptions dues à la Deuxième Guerre mondiale d'abord, et puis entre 1956 et 1961 à l'affaire de Suez. Il a mené au total 21 campagnes, mais les archives avaient pour l'essentiel été découvertes avant 1939. Et si autant de tablettes ont été préservées, c'est paradoxalement grâce aux conditions dans lesquelles le palais a été détruit. Et le responsable de cette destruction est connu, c'est Hammurabi de Babylone. Il est grand temps de passer donc au 2e portrait de ce cours. Ce roi de Babylone n'a pas caché le sort qu'il a réservé à Mari, puisqu'il a donné à sa 35e année de règne ce nom, année où le roi Hammurabi, sur l'ordre des dieux Anu et Enlil, détruisit la muraille de Mari ainsi que la ville de Malgoum. Alors, dans cette formule, il n'est question que de la muraille de Mari, mais une inscription postérieure est plus précise. Il s'agit de l'offrande d'un instrument de musique au dieu Nergal, qui a été commémoré dans le nom de la 40e année de règne, et cette inscription indique « Quand il s'empara de Mari et de ses environs, ayant détruit sa muraille, il transforma le territoire entier en tas de décombres et de ruines. » Et puis nous avons une tablette publiée il y a quelques années par Matthew Roots et Piotr Michalowski, qui est très intéressante malgré ses mutilations. Et ici, j'utilise la réédition de Nele Ziegler, que je remercie pour me permettre de citer ce travail qu'elle a exposé à Catane en décembre dernier et qui est encore inédit. En suivant ces collations et ces restitutions, le texte devient ceci. Anu et Enlil ordonnèrent de ruiner Mari et de renverser sa dynastie, Paloum. Zimrilim, le roi de Mari, avait été très mauvais à l'égard de Hammurabi, le puissant. Il avait pris une ville frontière et avait fait obstacle à Hammurabi. Selon les jugements de Shamash et de Marduk, Zimrilim, le roi de Mari, et puis là, le verbe est cassé, mais il paraît difficile de restituer autre chose que mourut. Et on sait que le fait que les dieux
envoie la mort aux ennemis du roi de Babylone n'est pas quelque chose d'unique. Le dieu X, sa bonne main tenait la population de Mari en un geste de paix. Le Seigneur, le héros Herra, qui décide des destins, s'empara des barres de l'Euphrate et prit ou détruisit, là encore le verbe manque, Mari. Donc c'est fâcheux d'avoir en fin de ligne une série de verbes qui manquent, mais quoi qu'il en soit, il est clair que Hammurabi se présenta comme l'exécuteur de la volonté des dieux qui avait décidé de châtier le roi de Mari, Zimrilim. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, il faut donc dresser ce portrait de Hammurabi. Première modalité, bien sûr, examiner l'osso-cylindre qui lui a appartenu. Or, ici, on a une surprise. Si vous allez sur le site internet d'Archibald, eh bien, vous allez trouver un sceau qui a pour légende Hammurabi, fils de Sin-Muballit, serviteur de Ibal-Piel. Le fait est que le roi de Babylone, Hammurabi, était également fils de Sin-Muballit, mais cette empreinte de sceau, elle figure sur une tablette découverte dans la vallée de la Diyala, à Métouran, donc à l'intérieur du royaume d'Eshnuna, pas dans le royaume de Babylone, et elle date, la tablette date du roi d'Eshnuna Ibal-Piel II, donc on a affaire à un homonyme, mais contemporain du roi de Babylone. Donc pour la prosopographie, cet exemple doit être retenu. Les cas d'homonymie peuvent être assez déroutants. Alors, on connaît néanmoins le sceau de notre Hammurabi. J'en ai publié une empreinte il y a 25 ans. C'est une étiquette qui était attachée à un paquet destiné à Zimrilim, donc qui a été retrouvé à Mari, manifestement un présent apporté au roi de Mari. L'empreinte du sceau est malheureusement mal lisible et incomplète, mais on arrive à déchiffrer. Donc, dans la partie cassée, il y a sûrement le nom de Hammurabi, et ensuite, roi d'Amouroum, fils de Sin-Muballit, dont il est l'héritier, roi d'Akkad. Je ne m'attarderai pas sur la titulature, en notant que Hammurabi légitimait essentiellement sa présence sur le trône en tant qu'héritier de Sin-Muballit. Et je citerai par ailleurs une lettre à Zimrilim où, rendant compte d'une mission effectuée à Babylone, Iturasdu rapporte des propos de Hammurabi qui fait allusion aux alliances qui ont été conclues, je cite, « depuis Soumulael et mon père Sin-Muballit ». Hammurabi, mentionnons donc ici non seulement son père, mais également le roi qu'on sait maintenant avoir été le fondateur de sa dynastie, que nous appelons première dynastie de Babylone, c'est-à-dire Soumulael. Deuxième question, possède-t-on des portraits de Hammurabi ? Cette fois non pas à l'aide de texte, mais d'images. Alors on pense bien sûr tout de suite à la stèle du Code. Je ne reviendrai pas ici sur les circonstances de sa découverte, à laquelle j'ai consacré une étude qui devrait paraître bientôt. Et donc, au sommet de la stèle, on voit un homme debout devant un autre individu assis. Selon les codes qui régissent l'iconographie mésopotamienne, le personnage assis peut être identifié à un dieu à cause de la tiare à cornes qui surmonte sa tête, et plus précisément, les rayons qui sortent de ses épaules le désignent comme étant le dieu soleil, c'est-à-dire Shamash. Et donc, par élimination, si je puis dire, le personnage qui se tient en face du dieu, ça ne peut être que le roi Hammurabi, qui porte la coiffure à bandeau typique des souverains de cette époque et qui met la main droite devant la bouche dans le geste de prière qu'on appelle Nishkatim, le lever de la main qui est attesté par les textes. Mais il faut bien avouer que ce portrait n'offre guère de traits individualisants, et il y a pire, parce que Tali Ornan a montré que la barbe a été retouchée. En principe, les barbes à cette époque sont toujours représentées avec des plis verticaux et non pas horizontaux. Alors on ne sait pas exactement quand cette retouche a été effectuée, mais sans doute après que la stèle a été transportée à Suse au XIIe siècle. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une représentation conventionnelle
qui n'offre aucun élément qui serait propre à l'individu Hammurabi. On ne peut donc pas véritablement parler de portrait. On possède une représentation assez semblable, qui n'est pas gravée dans le basalte, mais dans une pierre claire. Elle a été découverte par Rassam lors de ses fouilles de Sippar et elle est entrée en 1882 au British Museum. La figure à gauche de l'inscription ressemble de manière frappante à la représentation de Hammurabi sur la stèle du Code, les plis de la barbe mis à part, parce qu'ici on n'a pas eu de retouche. Et de fait, nombreux sont les auteurs qui ont considéré qu'il s'agissait d'une représentation du roi de Babylone, et c'est cette figure qui est présente sur la couverture du livre de Mark van Meerop que j'ai montré tout à l'heure. Et pourtant, il faut prendre en compte le texte qui accompagne cette figure. L'inscription votive a été rédigée à l'instigation d'un certain Iturasdoum, présenté comme chef Rabbianum de la rivière Silakoum, et cet individu a offert la statue d'une divinité protectrice à la déesse Ashratum pour la vie de Hammurabi, roi du pays amorite. Alors il est ici question en effet d'Hammurabi de Babylone, mais Franz van Koppen a fait remarquer que la logique d'une telle inscription veut que ce soit le donateur qui soit représenté, et non pas la personne pour laquelle l'offrande est faite. Or, Franz van Koppen a trouvé au British Museum une tablette qui date de l'an 5 de Hammurabi, dans laquelle un serment est prêté par Hammurabi et par Iturashdoum. Et sur l'enveloppe, le serment est prêté par les dieux Shamash et Marduk, ainsi que par les rois Hammurabi et Iturashdoum. Donc, sa conclusion, c'est que Iturashdoum doit avoir été un roitelet vassal du roi de Babylone, et après tout, un roi comme Gungunum de Larsa porte dans certaines de ses inscriptions le titre de Rabbian Amourim et pas le titre de roi. Et de ce fait, Franz van Koppen considère que la personne représentée sur la pierre du British Museum, c'est le roi Itur-Ashdoum. La figure correspond à tous les codes de la représentation d'un souverain à l'époque, barbe comprise. Ça n'est pas un portrait de Hammurabi. On doit enfin mentionner une tête en basalte retrouvée à Suse et conservée au Louvre. Elle a un caractère stylisé, mais on y retrouve pour une fois des traits qui sortent de l'ordinaire. Le visage a en effet des joues émaciées qui font penser que l'on a affaire à un souverain âgé. D'où l'idée qu'il s'agisse de Hammurabi, dont le règne a duré pas moins de 43 ans. C'est cette tête qui a été choisie par les éditeurs des traductions italiennes et anglaises de mon livre sur Hammurabi. Elle fait très bel effet, mais il est loin d'être certain qu'il s'agisse de ce roi. D'autres auteurs ont pensé à Soumulael, le fondateur de la première dynastie de Babylone. En réalité, on n'est sûr de rien. L'iconographie se révèle donc un peu décevante, mais si on veut dresser un portrait d'Hammurabi, on peut aussi partir des textes, et notamment étudier le corpus de lettres dont il est l'auteur. C'est ce qu'a fait Annunziata Rositani au mois de décembre au colloque de Catane, auquel j'ai déjà fait allusion. Le résultat a été, je dois l'avouer, un petit peu décevant, et la raison tient à la nature de ce corpus. La quasi-totalité des 216 lettres écrites par Hammurabi ont été adressées à Sinidinam, le gouverneur de Larsa, et à Shamash-Razir, le responsable du domaine royal dans la même province. Il s'agissait d'une correspondance administrative qui n'a aucune tonalité personnelle. Et donc, d'une certaine façon, on se heurte au même problème qu'avec l'iconographie, c'est-à-dire l'aspect stéréotypé, qu'il s'agisse de représentation ou de propos. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est faire un recueil complet des paroles de Hammurabi telles qu'elles ont été rapportées au roi de Marie Zimrilim par ses envoyés. Là, on sort du caractère conventionnel de la correspondance officielle. C'est une étude que je compte entreprendre, mais qui, ce matin, nous entraînerait trop loin. Je dirais simplement que ces citations révèlent un caractère autoritaire, parfois même abrupt. Par exemple, devant des envoyés d'un roi étranger
qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur mission, Hammurabi leur dit « Parlez, parlez !» Il y a une répétition là qui donne un peu l'écho de la façon dont le roi sommait ses diplomates de sortir d'une sorte de langue de bois qu'ils avaient adoptée. Voilà donc le roi qui a mis fin à l'existence de Marie, et pourtant, les liens entre Zimrilim et Hammurabi n'ont pas toujours été mauvais. Il y a eu en réalité une succession de phases d'hostilité et de rapprochement. On parlera du détail des événements la semaine prochaine. J'indiquerai simplement que vers la fin du règne de Zimrilim, eh bien, les choses se sont gâtées et Zimrilim s'est rapproché du roi d'Eshtunat Sillicine, ce que Hammurabi a vu d'un très mauvais œil. On ignore le détail de ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, donc, c'est que Hammurabi s'est d'abord emparé de Marie en l'an 32 de son règne. C'est ce que commémore le nom de l'an 33. Donc là, on est 2 années avant la destruction. Il s'agit de la prise de Marie. Et donc, après avoir mentionné la construction de canaux, eh bien, Hammurabi dit qu'il bâtit l'armée de Marie et de Malgium, subjugua Marie et ses environs, ainsi que les nombreuses villes du pays montagneux de Shubartu, Ekalatum, Tuburunda et le pays de Zalmakoum, sur la rive du Tigre jusqu'à l'Euphrate, et les fit habiter sous son commandement dans l'amitié. Donc une conquête, mais qui n'a pas, d'après la formulation de ce nom d'année, un but hostile. Il est question d'une victoire sur l'armée de Marie et du fait que Marie et ses environs passent sous la coupe du roi de Babylone. Et la réalité de cette conquête a pu être vérifiée par les fouilles, j'y reviendrai. La destruction n'est intervenue que dans un deuxième temps, environ 18 mois plus tard. Et ce qu'André Parrot a dégagé constitue les vestiges du palais détruits délibérément par les Babyloniens en 1759, avec 2 conséquences qui ont été bien soulignées par Jean Margueron. Premièrement, tout ce qui avait de la valeur aux yeux des Babyloniens a été emporté avant que le feu ne soit mis à la poutraison et les murs abattus. Seuls sont restés les objets non intéressants, comme les moules à gâteaux, qui sont amusants mais qui n'ont pas de valeur, et par ailleurs, ou un certain nombre de statues cassées. Et par ailleurs, c'est le fait que le palais a été volontairement détruit qui, paradoxalement, a permis sa conservation parce que l'écroulement des parties supérieures a fait que ça a été comblé et donc ça a permis la conservation sur une hauteur très importante des décombres, ce que l'abandon d'un bâtiment ne permet pas parce que quand un bâtiment est abandonné, à ce moment-là, l'usure des murs se fait à partir de la base et tout s'écroule, il n'y a pas ce phénomène de comblement qui était particulièrement spectaculaire à Marie et qui a donné des vues architecturales que vous avez sûrement déjà dans les yeux. Alors, qu'en est-il des tablettes ? André Parrot a eu le sentiment que les Babyloniens avaient mis les tablettes délibérément en morceaux. Georges Dossin, son épigraphiste, a écrit par exemple « Il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièces les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. » Alors la fin de cette phrase s'explique par son expérience de terrain en 1937, parce que c'est cette année-là qu'ont été mises au jour des centaines de tablettes administratives dans la salle 215 et environnante. Et là, on est dans une situation qui est tout à fait différente de la salle d'archives principale, qui est la salle 115. Je parlais tout à l'heure de la salle 215. Maurice Biraud a fait écho à cela, rappelant dans son rapport sur la nouvelle fouille de la salle 115 en 1972 que les tablettes jetées pêle-mêle sur le sol dallé par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimrilim y formaient, selon le rapport de M. Parrot, une couche épaisse de 30 à 40 cm. Alors,
il est vrai que l'état de conservation des tablettes, parfois médiocre, s'explique, mais elle s'explique plutôt par le manque de soin avec lequel les tablettes ont été dégagées. Les ouvriers, dans les années 1934, 1935, 1936, n'étaient pas encore très bien formés, et donc les tablettes d'argile crue sont encore molles quand on les découvre, et elles ne durcissent que par la suite, quand elles sont à l'air libre, et ça explique les coups de piochon qu'on voit sur certaines tablettes, celle-ci étant particulièrement massacrée. Par ailleurs, les tablettes ont bénéficié, mais aussi souffert de la cuisson qui a été faite sur place, parce que les conditions rudimentaires de l'opération ne permettaient pas le contrôle très strict de la température. Il faut que le refroidissement se fasse très progressivement, et le résultat, c'est qu'il y a eu en effet beaucoup de casse, et ça a été un des grands mérites de Jean-Marie Durand de nous avoir entraînés dans un grand travail de puzzle pour... alors dans le jargon des assyriologues, on parle de joint, et c'est vrai que trouver un fragment qui donne le début d'une lettre rend euphorique, mais malgré tous nos efforts, les documents sont rarement complets. Vous pouvez juger par cette lettre qui a été reconstituée à partir de 5 fragments, mais qui n'est malgré tout pas complète. Il y a un certain nombre de lots d'archives qui n'ont manifestement pas été touchés par les Babyloniens. C'est le cas d'une bonne partie des documents administratifs, en particulier les centaines de textes des repas du roi qui ont été retrouvés notamment dans des jarres découvertes dans la salle 5 du palais. Il semble également que les archives du quartier des femmes soient restées intactes. On a découvert dans les salles 52 et 110 à la fois des textes administratifs et des lettres rattachées à la reine-mère ou à des épouses de Zimrilim. On aura amplement l'occasion d'y revenir. Cependant, une partie des archives fut soumise à un tri, en particulier la correspondance des rois. On le sait grâce à une série d'étiquettes de coffres découvertes dans la salle 115 et qui portent au revers une date entre le 28 et le 30 du 7e mois de l'année 32 de Hammurabi, donc manifestement juste après la conquête de la ville. Sur la face, vous avez l'indication du contenu, coffre des tablettes, des serviteurs de Samsiadou, on en a un, ou bien des serviteurs de Zimrilim, on en a 6. Et on avait supposé que les Babyloniens s'étaient appuyés sur un classement préexistant de la correspondance. La preuve en a été fournie par ce scellement de coffre avec le sceau de Sinidinam, qui avait été découvert en 1972 mais resté inédit et que j'ai publié il y a peu de temps. Ce Sinidinam était en effet le scribe particulier du roi Yasmaradou, et donc on avait sans doute un coffre scellé par le secrétaire de Yasmaradou qui contenait des tablettes du temps de Samsiadou et de son fils Yasmaradou. Les Babyloniens ont ouvert le coffre en faisant sauter les scellés, ils ont rapidement examiné le contenu et ils l'ont refermé en mettant une nouvelle étiquette, l'ancienne étiquette étant restée par terre où on l'a retrouvée. Mais alors, pourquoi les coffres sont-ils restés salle 115 ? Eh bien, il se trouve qu'un fragment d'étiquette du même genre a été retrouvé dans l'entrée du palais, dans la salle 156. Et je suppose qu'il appartenait à un coffre qui a été emporté, et puis au moment où les soldats sont passés par la porte, l'endroit où il y avait le scellement a cogné le montant de la porte et l'étiquette est tombée par terre. Autrement dit, il y a des caisses qui avaient été bel et bien inventoriées, scellées, qui sont parties de Marie pour Babylone selon toute vraisemblance. Et la question, c'est en fait, pourquoi y a-t-il 7 caisses qui sont restées dans la salle 115 ? On ne sait pas pourquoi, mais heureusement qu'il y a eu cet oubli, parce que sinon l'essentiel de la correspondance qui fait nos régals serait parti à Babylone et n'aurait pas été retrouvé. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la publication des textes.
Et je voudrais, pour conclure, signaler que la découverte de Marie a donné lieu à différentes célébrations. Les 30 ans ont été commémorés par la publication du volume 13 des Archives royales de Marie. Les 40 ans ont été marqués par une exposition au Louvre en octobre 1973, lors de laquelle Parrot a pu faire venir un certain nombre de statues depuis la Syrie, notamment la statue d'Ishtupilum. Et l'événement a été commémoré par la frappe d'une médaille. Le cinquantenaire a été célébré par un colloque à Strasbourg dans l'été 1983, dont les actes ont été publiés dans Marie IV en 1985. On a célébré aussi les 75 ans à Damas en octobre 2010, et pour la plupart d'entre nous, c'est la dernière fois jusqu'à présent qu'on a pu aller en Syrie, et ce colloque a été publié en 2014. Pour les 80 ans, il y a eu une exposition à l'Institut du monde arabe entre janvier et mai 2014 qui a été accompagnée par un catalogue intitulé « Voué à Ishtar, Syrie, janvier 1934, André Parrot découvre Marie ». Et enfin, les 90 ans ont été commémorés par un colloque qui s'est tenu en Belgique au musée de Marimont en décembre 2023 et dont les actes sont actuellement sous presse, ainsi que par une exposition d'abord en Belgique et qui a ensuite voyagé à Strasbourg et qui a donné lieu à un catalogue. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un livre pour enfants qui a été réalisé à cette occasion, que vous pouvez télécharger sur le site internet de la BNU, avis aux parents et aux grands-parents. Et dans 8 ans, en 2033, nous fêterons le centenaire de cette découverte extraordinaire. Mais du point de vue qui est ici le nôtre, la date que je retiens, c'est celle du 5 février 1935, parce que c'est ce jour-là qu'André Bianchi a découvert les premières tablettes dans la salle 5 du Palais, des centaines de textes administratifs qui ont été publiés 25 ans plus tard par Maurice Biraud. Eh bien, dans 3 semaines, on va donc fêter les 90 ans de la découverte des archives royales dans le Palais de Marie. Ce sont elles qui ont fourni les matériaux pour la galerie de portraits auxquels seront consacrés les prochains cours. Je vous remercie de votre attention.